Alors, la fonction cosinus est une autre des fonctions trigonométriques qui sont issues du cercle trigonométrique, donc quand on observe un angle là, se promener tout autour de notre cercle. N'oubliez pas que la façon de visualiser, si on veut, une fonction trigonométrique ou un point trigonométrique, c'est d'observer le déplacement que ce point-là fait dans le cercle trigonométrique en tournant. Donc, on peut un peu faire un parallèle avec une roue de vélo qui tourne constamment sur son axe et le point trigonométrique représenterait par exemple la prise d'air qu'on a sur le pneu pour pouvoir le gonfler. Donc si on stoppe la progression de la roue, si on stoppe sa rotation, bien, l'endroit qu'on va voir où s'est arrêtée cette prise d'air-là correspondrait, si on veut, un peu à notre point trigonométrique. Maintenant, si on s'intéresse particulièrement à la fonction cosinus, c'est parce que c'est celle qui nous permet de voir en tout temps l'abscisse de notre point trigonométrique, donc la correspondante de son x, par rapport à l'angle trigonométrique là, qui tourne tout au long de l'axe. Donc, cette particularité-là de s'intéresser à l'abscisse de notre point trigonométrique va faire en sorte que quand on va observer le graphique, donc la courbe qui va être issue de ça, on va s'intéresser à chaque fois à la portion abscisse, donc la portion en x de notre point trigonométrique. Donc, c'est pour ça que, pour illustrer, si on veut, cette courbe-là, on peut se fixer 4 ou 5 points d'observation particuliers qui sont des angles remarquables. Donc, par exemple, à 0 radian, à la position numéro 1, eh bien, à cette position-là, mon abscisse de mon point trigonométrique, elle est de 1. C'est pour ça que sur la courbe, on observe que ça correspond à cet emplacement-là ici. Donc, quand je suis à 0 radian, 0 étant la valeur de mon x, là, de mon abscisse, j'ai comme valeur sur mon point une valeur de 1. Ensuite, si je continue ma progression, donc si je continue de tourner dans le sens anti-horaire, la deuxième position que je vais observer, c'est quand je suis à pi sur 2 radians. À pi sur 2 radians, qui est l'équivalent de 90 degrés, on voit qu'à cet emplacement-là, notre point trigonométrique a comme abscisse, donc la valeur de 0. C'est pour ça que sur la courbe, on observe que effectivement, il y a une décroissance des x, hein, la valeur de x diminue de plus en plus jusqu'à atteindre la valeur de 0 qui est ici à la position numéro 2. Ensuite, on continue toujours de tourner dans le sens anti-horaire. Quand on atteint la position numéro 3, alors là, on voit que nos x sont de plus en plus négatifs, hein, ça décroît, mais dans les négatifs, donc on observe que quand on est rendu à un demi-taux, donc pi radian, à cet emplacement-là, la valeur de notre x vaut moins 1, qui correspond à la position numéro 3. Parce que quand on a parcouru un demi-cercle, on a atteint pi radian. Ensuite, si on poursuit la rotation du point et qu'on atteint cette fois-ci 3 pi sur 2, donc 270 degrés, à cet emplacement-là, on voit que la valeur de notre x, elle est revenue à 0. C'est pour ça que sur la courbe, on observe cette position-là. Donc, à 3 pi sur 2, on est à 0 au niveau de l'abscisse. Et pour terminer la rotation, on revient ici à finir notre rotation à 2 pi radian. Donc, on observe qu'on est revenu en fait à l'équivalent de la position numéro 1. Je vais l'appeler ici position numéro 5 pour illustrer mon cycle complet. Parce que cette fonction-là, bien sûr, elle est périodique, hein, elle répète son cycle à l'infini. Si on tourne de façon anti-horaire, on obtient, si on veut, la portion de droite, donc celle que j'ai illustrée avec mes petits points bleus. Et si je tournais de façon anti-horaire, à ce moment-là, je serais partie dans ce sens-là et j'aurais plutôt obtenu le même cycle, mais de l'autre côté. Ça va? Maintenant, H et K, dans notre règle, parce que nous, on va s'intéresser bien entendu à la règle de la fonction plutôt transformée, là, avec les 4 paramètres. H et K, c'est ce qu'on va appeler un point d'inflexion. H étant le déphasage de notre fonction, là, de quelle façon elle se décale vers la gauche ou vers la droite selon l'axe des x. La période, tout comme pour la fonction sinus, elle est de 2 pi sur b. L'amplitude, il faut se rappeler que l'amplitude, c'est la hauteur d'une bosse ou la profondeur d'un creux. Donc, l'amplitude correspond à cette distance-là ici qu'on observe par rapport au centre d'équilibre de notre fonction. Et on peut aussi l'observer au niveau du creux, si on veut, là, mais toujours par rapport au centre d'équilibre de la fonction. Maintenant, si notre A est négatif, on va observer une réflexion. Notre fonction va faire une symétrie horizontale par rapport à l'axe des y égale k, c'est-à-dire que par rapport au centre d'équilibre de ma fonction, j'observerai une inversion de mon cycle. Donc, au lieu de commencer avec une bosse et la descendre, je vais commencer par un creux et monter ensuite. Et ensuite, si jamais notre B, dans notre fonction, parce qu'on va s'intéresser bien entendu à la version transformée, mais nous davantage cette année, eh bien, si jamais notre B est grand, bien, on va dire que la fonction swing vite, c'est-à-dire qu'elle fait son cycle très, très, très rapidement. Donc, l'oscillation qu'on va observer est une oscillation très, très grande, donc très rapprochée. Maintenant,
Pour pouvoir étudier davantage cette fonction-là, on va passer maintenant au graphique. Donc, comment obtenir ce cycle-là sur le graphique en le faisant à la main, si on veut. Bien sûr, on peut utiliser des traceurs comme Desmos ou encore la calculatrice graphique, mais à la main, ça se trace quand même assez facilement. Donc, pour tracer une fonction sinus, on va avoir besoin de connaître le point de départ de notre cycle, et ce point de départ-là, on va le fixer à HK plus A, c'est-à-dire à l'endroit qui correspond donc soit à un sommet, à une bosse, ou encore à un creux, ça peut arriver quand notre A est négatif, ça va? Donc, l'emplacement de départ de notre fonction va se trouver sur cette bosse-là. Et là, ici, il faut faire très attention, il s'agit bien de HK plus A, parce qu'on a parcouru une bosse, donc il faut qu'on soit parti de K et qu'on ait monté de A de distance pour atteindre HK plus A. Ensuite, la période, elle est toujours de 2π sur B. Donc, la période, c'est la durée totale de notre cycle. C'est ce qui va nous servir à construire la boîte rectangulaire que moi, j'ai placée en vert pour montrer en fait un cycle. Nous, quand on va aller la tracer, on va tracer le premier cycle. Bien sûr, on pourrait obtenir les cycles suivants seulement en reproduisant ce dessin-là. Mais vous voyez que la boîte rectangulaire que je vais construire va avoir donc la courbe en entier, c'est-à-dire la période en entier pour la tracer. Ensuite, la boîte rectangulaire va aussi avoir une hauteur totale de 2A, donc 2 amplitudes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une bosse et d'un creux. Chacun valant A, ça va faire 2A. Ensuite, pour pouvoir bien tracer ma courbe, je vais subdiviser ça en 4 parties congrues. Donc, vous voyez que j'ai pris ma boîte rectangulaire puis je l'ai séparée en moitié, verticalement et horizontalement, ce qui me crée 4 boîtes congrues. Et pour pouvoir aller tracer notre courbe, nous, ce qu'on va utiliser, c'est l'aspect symétrique de la courbe. Donc, je vais aller placer les sommets et le creux. Et en plein centre de la première moitié, j'aurai, et en plein centre de la deuxième moitié, j'aurai aussi l'endroit où j'atteins mon équilibre, donc mon K. Et de cette façon-là, en reliant ces points-là, je vais être capable de tracer ma courbe sans peu de dommages. Maintenant, pour bien graduer l'axe DX, je vous suggère, on pourrait faire autre chose bien entendu, mais moi je vous suggère de prendre comme pas en X la période divisée par 4. Ça va vous permettre de tracer assez facilement et de surtout graduer vos axes assez facilement pour tracer cette courbe-là sans trop de soucis. Maintenant, allons-y avec un premier exemple. Donc, si je souhaite tracer cette courbe-là, donc f de x est égal à 3 cos pi sur 2, x plus 1 plus 3, j'ai besoin d'aller chercher mes informations qui vont me permettre au départ de tracer ma boîte rectangulaire. Donc, commençons par le paramètre A. Donc, le petit a, c'est le paramètre qui est au début de ma fonction. Donc, ici, c'est 3 et mon 3 est positif. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme information? Eh bien, ça va me donner comme information que ma courbe va commencer sur une bosse, ensuite, elle va descendre et elle va remonter. En fait, on pourrait même indiquer que cette courbe-là, si je le place ici, quand mon A est positif, elle a toujours l'air de ça, donc elle part sur la bosse et elle finit sur la bosse. Et si mon A est négatif, elle part dans le creux, elle monte et elle redescend. Donc, c'est les deux formes qu'on peut déjà statuer là, sur la valeur de notre paramètre A. Donc, si je reviens à mon exemple, ici, comme mon A vaut 3, qu'il est positif, je sais que l'apparence de ma courbe là, sera celle-ci. Maintenant, 2A, donc 2 fois mon paramètre A, ça veut dire qu'au total, moi, j'aurai 6 de hauteur. Donc 2 fois 3 donne 6. Ça veut dire que la boîte rectangulaire que j'ai besoin de me tracer pour inscrire ma courbe va mesurer 6 de hauteur. C'est ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une bosse de 3 de hauteur et d'un creux de 3 de profond. C'est ce qui va me donner là, mon amplitude sur 6. Ensuite, mon B. Le B, c'est le paramètre qui est factorisé devant la parenthèse x moins h. Donc ici, il s'agit de pi sur 2. Ce paramètre-là va me permettre de calculer ma période. La période de ma fonction cosinus est donnée par 2π divisé par la valeur absolue de b. Parce que si jamais mon b était négatif, on sait qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe vertical. Maintenant, ici, dans le cas d'une cosinus, si le b négatif, ça n'a pas trop d'impact parce que, en fait, elle est déjà symétrique par rapport à l'axe vertical. Mais si on fait notre calcul, donc 2π divisé par la valeur absolue de pi sur 2, on va obtenir ici 4. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ma boîte rectangulaire aura une longueur totale de 4 pour contenir un cycle. Ensuite de ça, j'ai besoin de mon point de départ de ma fonction. Moi, c'est le point que je vais placer toujours dans mon graphique en rouge pour bien montrer son départ. Donc, j'ai besoin de h k plus a. Eh bien, ce point-là, le h le voit, c'est moins 1. Alors, on n'oublie pas ici, dans notre règle, c'est x moins h. Donc, ici, ça signifie que mon h vaut moins 1.
Et mon K plus A, ce sera 3 plus 3. Donc, ça signifie que mon point, moins 1, 6, ce sera le départ de mon cycle à moi. Alors, pour aller tracer cette courbe-là, comme je le disais tantôt, je vais avoir besoin d'un pas. Donc, un pas de gradation pour mon axe des X. Maintenant, comment je calcule mon pas en X? Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends ma période et je la divise par 4. Pourquoi par 4? Parce que j'ai besoin de 4 portions symétriques. Si vous vous référez au petit rectangle vert qui est toujours en haut ici de mon exemple, donc j'ai déjà fait une première subdivision en deux. Vous voyez qu'ici, si je fais la division en plein milieu là, ça va me permettre d'aller placer ces deux emplacements-là particulièrement. Donc, en faisant ma période 4 divisé en 4 et en faisant des bonds de 1 sur mon axe, des X, ça va me permettre d'aller placer facilement les points de repérage que j'aurai besoin d'avoir pour tracer ma courbe. Donc, je vais faire ça dès maintenant. Maintenant, parce que j'ai besoin d'une hauteur totale de 6, ici, avec l'espace que je me suis laissé, si je laissais des bonds de 1, aussi, j'aurais pu choisir une autre façon de graduer mes axes. Mais si je choisis la même chose, ça va me permettre aussi d'aller placer le point de départ de ma fonction. Donc ici, à moins 1,6, ma courbe a le début de son cycle. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que ma fonction part sur donc ce point-là, ce point de départ-là, ici dans le haut de ma boîte rectangulaire, et en la traçant, ça va terminer aussi dans le haut de la boîte rectangulaire, mais complètement à droite. Donc, j'ai besoin d'aller me tracer cette boîte-là, qui a une longueur totale de 4, donc elle se rend jusqu'à 3 dans mon graphique. Moi, cette boîte-là, je la trace ici en pointillé, donc je sais que je me rends jusque-là. Elle a une hauteur totale de 6, donc ça signifie que je vais descendre jusqu'à mon axe des X, à gauche et à droite. Et ça va terminer donc comme ça ici sur l'axe des X. Donc j'ai ma boîte rectangulaire là qui respecte les paramètres que je me suis donné, une longueur totale de 4 et une hauteur totale de 6. Le point rouge étant le point le plus élevé. Ensuite, je divise ça en 4 parties congrues. Donc d'abord au centre, c'est-à-dire qu'ici je vais diviser ça à la hauteur de 3. Ensuite, verticalement, quand x vaut 1, qui représente vraiment la moitié de ma boîte. Et là, ensuite, je vais aller placer mes points remarquables. Donc, les points remarquables qui vont me permettre d'illustrer la courbe qui atteint. Donc, elle part en haut, en plein centre, complètement en bas, elle a atteint son point le plus bas. Et après ça, complètement au bout à droite, elle est revenue au début de son cycle. En fait, c'est la fin du premier cycle, mais c'est le début du suivant. Et ensuite, toujours au niveau de l'équilibre. Donc ici, là où se trouve le K de ma fonction, hein, c'est le K que j'avais dans ma règle, c'est là où se trouve aussi le milieu de ma boîte. En plein centre de cette portion-là, à gauche, j'ai atteint un équilibre. Et dans la deuxième section de ma boîte rectangulaire, je suis revenu à l'équilibre quand x vaut 2. Donc la courbe qu'on va obtenir ici, ça sera cette courbe-là. Bon, bien entendu, c'est jamais parfait la première fois qu'on en trace une, mais l'idée, c'est d'être capable de tracer cette courbe-là. Et ensuite, ça représente notre premier cycle. Mais si on en voulait un après, à gauche ou à droite, on pourrait tout aussi bien aller reproduire cette boîte rectangulaire-là ou reproduire les mêmes points d'extrémité, les points d'équilibre qu'on a observés et aller tracer la seconde partie de notre fonction. Donc, on aurait notre cycle au complet. Et là, ici, par exemple, on verrait 2 cycles de notre fonction cosinus.